L'histoire du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas est un chef-d'œuvre intemporel de la littérature, plein de vengeance, de trahison et de rédemption. L'histoire suit Edmond Dantès, un jeune homme injustement emprisonné, qui se transforme en un mystérieux et puissant aristocrate pour se venger de ceux qui l'ont trahi. À travers une série d'épisodes, cette version modernisée et détaillée apportera au public une immersion totale dans les lieux, les personnages et les situations où l'on suit Dantès dans son voyage vers la vengeance et la découverte de soi. Le soleil du matin se levait lentement sur le port de Marseille, illuminant les eaux tranquilles du golfe du Lion. L'air était doux, chargé du parfum salé de la mer et des bruits vibrants de la vie qui bouillonnait autour du port. Edmond Dantès, un jeune marin d'une vingtaine d'années, descendait du grand vaisseau marchand Pharaon. Il était de retour après plusieurs mois de navigation, après avoir livré une cargaison en provenance de l'île d'Elbe, où il avait rencontré le capitaine Leclerc. Le Pharaon était un navire réputé, et Edmond était fier d'être son premier lieutenant. Il avait prouvé ses talents en mer, et ce matin-là, il était accueilli par une foule de marins, d'amis et de citoyens qui se pressaient pour lui souhaiter un retour en grande pompe. Son père, un homme frêle et usé par les années, l'attendait sur le quai. Mercedes, sa fiancée, se tenait à côté de lui, son visage rayonnant de bonheur. Ils s'étaient déjà fiancés depuis quelque temps, et le mariage était prévu dans les semaines qui suivraient. Leur sourire était éclatant, leurs mains s'effleurant dans une tendresse silencieuse qui n'échappait à personne. Edmond était heureux, comblé par la promesse de la vie qui s'offrait à lui. Une belle femme à ses côtés, une carrière qui s'annonçait brillante, et des rêves d'avenir qu'il partageait avec Mercedes. Mais dans l'ombre, les jalousies se tramaient. Fernand, le cousin de Mercedes, observait la scène avec un rictus dissimulé. Il ne supportait pas de voir sa cousine offrir son amour à Edmond, un marin sans fortune, alors qu'il avait lui-même grandi dans l'ombre de l'ambition de sa famille, toujours éclipsée par les succès de Dantès. Danglars, le comptable du Pharaon, n'était guère plus enthousiaste. Jaloux de la rapidité avec laquelle Edmond avait grimpé les échelons, il rêvait secrètement de le voir tomber. Au fond, Fernand et Danglars nourrissaient la même envie, dévorante, celle de détruire l'homme qui incarnait tout ce qu'il ne pouvait atteindre, la reconnaissance, l'amour et le succès. La fête de bienvenue s'est poursuivie jusqu'à la tombée de la nuit, mais derrière la joie apparente, des complots se formaient. Dans une petite taverne, Danglars et Fernand s'étaient rencontrés en secret, discutant de leur haine commune pour Edmond. Danglars, toujours plus rusé, proposa une idée, utiliser l'accusation de bonapartisme pour se débarrasser de Dantès. Il savait qu'Edmond avait transporté une lettre de Napoléon à destination de l'empereur en exil sur l'île d'Elbe, sans en connaître l'importance. Mais en manipulant cette information, il pouvait faire croire qu'il était un agent des partisans de Napoléon et ainsi obtenir sa mise en prison. « Nous devons agir vite », murmura Danglars en glissant la lettre dans une enveloppe adressée à la police. « Il sera accusé de complot contre le roi et tout sera fini pour lui. » Fernand, bien que réticent au début, se laissa convaincre par la soif de pouvoir et de vengeance. Il savait que Mercedes ne l'épouserait jamais tant qu'Edmond serait libre et qu'il devait éliminer cet obstacle. La lettre, envoyée anonymement, parvint rapidement au procureur de la République, M. Villefort. Ce dernier, ambitieux et soucieux de sa propre carrière, n'hésita pas à saisir l'opportunité de faire tomber un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Il ne se doutait pas que cette simple lettre allait plonger Edmond Dantès dans une spirale d'injustice et de souffrance. Le lendemain matin, alors que Dantès se préparait à retrouver Mercedes pour fêter son retour,
il fut arrêté dans sa propre maison. Des soldats, envoyés par Villefort, firent irruption, l'accusant de complot et de haute trahison. Edmond, stupéfait et confus, se défendit vivement. Il expliqua qu'il n'avait pas d'autre intention que de servir loyalement son capitaine et de livrer la cargaison à destination. Mais sa défense était vaine. Le procureur Villefort, un homme froid et calculateur, avait déjà pris sa décision. Il savait que cette arrestation allait renforcer sa position, lui permettre de se faire remarquer et de prouver sa loyauté envers la couronne. Villefort se trouvait cependant dans une position délicate. La lettre accusatrice avait été adressée à son propre père, un bonapartiste notoire. Si cette affaire venait à éclater, il risquait de perdre toute sa carrière. Pour protéger son nom et sa position, il préféra sacrifier un innocent. Ainsi, Edmond fut jeté dans la prison du château d'If, une forteresse isolée, réputée pour ses conditions de vie abominables. Mercédès, dévastée, tenta de lui rendre visite, mais en vain. Elle fut repoussée avec violence. Quant à son père, il ne pouvait que regarder son fils partir, impuissant. Le voyage en mer vers le château d'If fut long et éprouvant. Edmond, enchaîné et isolé, ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait. Comment pouvait-on l'arrêter ainsi, sans preuve, sans raison? Les vagues de la mer, qui s'écrasaient contre la coque du navire, semblaient refléter la tourmente qui secouait son âme. Les marins qui l'accompagnaient ne lui adressaient que des regards furtifs, terrifiés par l'idée d'un voyage vers la fameuse prison. C'était un endroit où beaucoup étaient revenus, mais peu en étaient revenus. À son arrivée, le capitaine des gardes, un homme rude et dénué de compassion, l'accueillit dans la cour de la prison. Edmond eut à peine le temps de se familiariser avec l'enfer qui s'étendait devant lui. Le château d'If était une forteresse imprenable, située sur une île déserte, balayée par les vents et l'eau salée. Les murs étaient à froid et les cellules exiguës, sombres, humides. L'air sentait la moisissure, et les cris des autres prisonniers se mêlaient au bruit des vagues qui se brisaient contre les rochers. Edmond ne savait pas combien de temps il passerait dans cet endroit maudit, mais il comprenait une chose. Sa vie venait de basculer, et l'homme qu'il avait été n'existait plus. Il était devenu un prisonnier, un être anonyme, réduit à l'obscurité, enfermé dans cette île. Les semaines passèrent, et l'isolement de Dantès se fit plus insupportable. Les chaînes, la faim, le froid, tout cela devenait intolérable. Mais un jour, alors qu'il sombrait dans une lente dépression, un bruit inattendu se fit entendre. Un autre prisonnier, dans une cellule voisine, frappait sans cesse les murs, un son rythmé et méthodique. Dantès, d'abord sceptique, se rapprocha du mur. Une voix faible mais ferme s'éleva alors dans un murmure presque inaudible. « Vous êtes là ? Vous êtes nouveau, n'est-ce pas ?» C'était un vieil homme, à l'esprit vif et à l'apparence épuisée, qui s'adressait à Edmond. L'homme se présenta sous le nom de l'abbé Faria. Il était dans la prison depuis des années, et il avait appris à survivre dans cet environnement implacable en gardant son esprit aiguisé. Il connaissait chaque recoin du château et chaque prisonnier, et il partageait son savoir avec Edmond, qui peu à peu retrouvait sa lucidité. Faria, avec son esprit brillant, allait devenir pour Edmond bien plus qu'un compagnon de captivité. Il allait devenir son mentor. Ensemble, ils passeraient de longues heures à discuter de la littérature, des sciences, de l'histoire. Peu à peu, Faria réussit à redonner espoir à Dantès. Mais plus que tout, Faria lui parla d'un trésor, caché sur l'île de Monte Cristo, un secret qu'il gardait depuis des années, une fortune qui changerait à jamais le destin d'Edmond Dantès. Mais, alors que leur plan touchait à son terme, l'abbé Faria fut frappé d'une crise foudroyante. Paralysé, il comprit que ses jours étaient comptés. Sur son lit de fortune, il fit promettre à Edmond de ne pas abandonner leur rêve d'évasion.
Avec son dernier souffle, il lui remit une carte indiquant l'emplacement du trésor de Monte Cristo. Dévasté, mais déterminé, Edmond mit à profit la mort de l'abbé pour s'évader. Il cacha le corps de son ami dans un sac mortuaire, puis prit sa place. Lorsque les gardiens jetèrent le sac à la mer, Edmond parvint à se libérer et à nager jusqu'à un navire de passage. Ce fut ainsi qu'Edmond Dantès s'arracha des griffes du château d'If, le cœur rempli d'une nouvelle mission. Retrouver le trésor de Monte Cristo et se venger de ceux qui avaient ruiné sa vie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du Comte de Monte Cristo. J'espère que vous avez apprécié cette immersion dans l'univers de Dantès et que vous êtes impatients de découvrir la suite de son aventure. La vengeance et le mystère ne font que commencer. Et vous ne voulez surtout pas manquer ce qui se prépare pour le prochain épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce voyage fascinant, où la stratégie et le destin s'entrelacent de manière imprévisible. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode avec vos proches et à laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt et prenez soin de vous.